Bien à vous, chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue dans cette émission, majuscule et propos. Notre rendez-vous est hebdomadaire pour traiter des sujets variés, des sujets d'actualité, tant national qu'international. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Est. En effet, la communauté vient de présenter devant l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est un projet de budget qui s'élève à 110 millions de dollars américains pour l'exercice 2026-2027. Un budget qui intervient dans un contexte où les ambitions de la communauté restent immenses, mais où les défis sont aussi nombreux. Plus préoccupant aujourd'hui, certains États accusent des retards de plusieurs années dans le paiement de leurs cotisations, compromettant ainsi le fonctionnement normal des institutions communautaires. Et pourtant, les ambitions restent immenses. Consolider l'union douanière, mettre pleinement en œuvre le marché commun, instaurer une monnaie unique et, à terme, réaliser une fédération politique des États d'Afrique de l'Est. Mais alors aujourd'hui, ces ambitions se heurtent à des réalités politiques parfois complexes. Les tensions politiques entre certains États membres, les rivalités stratégiques, les préoccupations sécuritaires, les divergences économiques et les difficultés de gouvernance interrogent sur la capacité réelle de la communauté des États d'Afrique de l'Est à atteindre ses objectifs. Est-ce que l'intégration régionale, l'intégration de la communauté des États d'Afrique de l'Est est-elle encore sur la bonne voie? Eh bien, c'est ce que nous allons évoquer tout au long de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux invités qui vont nous aider à décrypter ces thématiques. Avec nous sur ce plateau, Madame Lydie Mlolongwere. Madame Lydie, bonjour et bienvenue à la TV rwandaise. Bonjour, Jean Damascène. Madame Lydie Mlolongwere est CEO de la fiduciaire ML Corporate Services au Rwanda. Avec nous également le professeur Egide Karuranga. Professeur Egide, bonjour et bienvenue. Oui, le professeur Egide Karuranga, il est surtout analyste économique, surtout analyste en stratégie d'entreprise. Les deux, bienvenue encore une fois. Merci. Et pour commencer avec vous, Madame Lydie, pourriez-vous d'abord nous parler des principales activités que vous menez au Rwanda? Est-ce que vous avez eu à lancer certaines activités au niveau de la sous-région? Merci Jean Damascène pour cette question. Alors nous avons une entité, comme vous l'avez mentionné, qui s'appelle ML Corporate Services et nous sommes régulés par la Banque centrale pour opérer comme une société de fiducie. Cette société a été créée dans l'idée d'accompagner le Centre international financier de Kigali, Kigali International Financial Center, avec l'idée principalement de pouvoir attirer des investissements sur le Rwanda, mais également accompagner ces investissements sur la région et au-delà sur notre continent. Et pour répondre à votre question, parmi les services que nous offrons, il y a notamment la structuration de ces investissements parce que la grande partie de notre clientèle est internationale et cette clientèle souhaite en priorité trouver une place ou s'implanter en Afrique, mais avec des ambitions aujourd'hui, non pas par pays, mais plutôt dans une zone régionale ou voire continentale. Donc il y a la structuration, il y a la gouvernance, il y a l'accompagnement de ces entreprises, mais il y a également des familles, il y a également des institutions financières, avec une volonté justement de pouvoir travailler dans le long terme et pouvoir survivre justement par rapport aux différents problèmes dont vous mentionnez par rapport à la région. Oui. Et au-delà de tout ça, nous avons aussi dans ce secteur de fiducie, parce qu'on se concentre beaucoup sur la succession, nous avons créé
une association où justement nous nous efforçons de créer un écosystème, non pas seulement au Rwanda, au-delà, avec des professionnels, parce que la région ne peut pas avancer si nous ne travaillons pas ensemble, si nous n'échangeons pas sur les réalités, les opportunités. Et comment nous travaillons, nous essayons d'établir des partenariats avec d'autres professionnels de la région, justement pour pouvoir être prêts quand les investisseurs souhaitent s'étendre au-delà du Rwanda, à pouvoir faire des passerelles et des relais, parce que ce que l'investisseur souhaite, l'entrepreneur souhaite, c'est d'avoir une préservation dans la durée, mais aussi une question de confiance et d'avoir des acteurs qui puissent suivre et comprendre et pour pouvoir évoluer ensemble. Oui, nous allons revenir sur le domaine des finances au sein de la communauté est-africaine. Professeur J.D. Karuranga, vous qui êtes analyste en stratégie d'entreprise, avec le travail que vous faites et les consultances que vous menez, est-ce que vous avez eu à travailler avec les entreprises de la sous-région, comment se porte généralement ce secteur des entreprises au sein de la communauté est-africaine? Je travaille plus, cette fois en Afrique de l'Ouest qu'ici. Mais ici, on travaille avec des entreprises, des écoles, des universités qui sont dans le système éducatif. Nous sommes des fournisseurs de contenu numérique, oui. Tout ce qui est bibliothèque numérique. Ça, c'est le premier projet sur lequel je travaille actuellement. Le deuxième projet sur lequel je travaille, qui implique des entreprises de la région, c'est que le Rwanda Capital Market Authority et le Rwanda Stock Exchange, ils ont un programme qui s'appelle le Business Clinic. Alors j'accompagne des entreprises qui vont chercher des fonds. Ce n'est pas une façon classique ou traditionnelle. Oui. Donc aller chercher par exemple du financement participatif ou du financement à travers les bons. Les gens, ils ont une perception, la perception classique des bons, c'est qu'on achète des bons du trésor. Donc les gens oublient que les entreprises peuvent aussi émettre des bonds, oui. Des obligations, qui vont peut-être les aider à poursuivre leurs affaires sans toutefois avoir à payer les intérêts, le principal au niveau des banques. Donc c'est une sorte de financement qui est innovant pour les entreprises d'ici. Oui. Donc j'accompagne quelques entreprises dans cette voie-là. Puis bon, accessoirement en Afrique de l'Ouest, nous avons monté à Accra une business school, une école de gestion. On travaille plutôt sur la formation des cadres, exécutifs, MBA, exécutifs, tout ça. Alors on travaille avec beaucoup d'entreprises dans cette région-là. On travaille avec MTN, Ecobank, Orange, tout ça. Ça, c'est nos gros clients corporatifs. On a envie d'étendre ça ici et voir comment... Par exemple, la formation en entreprise, qui n'est pas une culture très très implantée ici, voir comment les cadres en exercice peuvent se réajuster. Aujourd'hui, on a toute une panoplie d'outils, de nouveautés, intelligence artificielle, tout ça. Comment incorporer ça au lieu de penser comment construire le capital humain. Donc nous, on participe plus à l'amélioration du capital humain au niveau des entreprises. Et alors, nous parlons précisément de cette partie de l'Afrique de l'Est, mais il peut y avoir des défis qui sont partagés avec les autres parties de l'Afrique. Toujours avec vous, professeur J.D. Karuranga, est-ce qu'il est facile d'établir des partenariats avec les autres pays africains, du moins dans cette partie où vous travaillez beaucoup plus? Je ne sais pas. Bon, les gens qui sont en finance le connaissent, le savent mieux que moi. Mais le problème que nous avons en Afrique, c'est cette mobilisation de ressources. C'est que les ressources existent, mais il faut avoir la capacité de les mobiliser. Ça ne vous surprendrait pas de voir, par exemple, au niveau de la trésorerie des entreprises ici. Oui. Le Rwanda est un petit pays par rapport au Nigeria ou au Ghana où je travaille, au Kenya, ici à côté. Mais le problème que nous avons, c'est pas tellement l'épargne, c'est plutôt sa mobilisation à des fins de productivité économique. Là. Donc, si je cite 2 ou 3 exemples ici au Rwanda, oui. Vous avez les gens qui... Malheureusement, je vais citer de mauvais exemples. Hein. Vous avez entendu parler du scandale Tom Transfer. Oui. C'est des gens qui apportent de l'argent, qui donnent ça à quelqu'un qui n'est pas... Bon,
n'était pas très propre. Je m'excuse, mais c'est juste pour démontrer que généralement, les gens, ils ont l'argent. Oui. Mais il faut sortir cet argent de leur tiroir, de leur compte bancaire, pour les mettre ensemble et travailler sur quelque chose qui est fiable, qui est bon, qui est productif. Vous avez aussi entendu parler de l'histoire, j'ai travaillé un peu sur le dossier, les gens de Chia Seed. Oui. Les gens de Chia Seed, ils ont mis 20 milliards, 25 milliards, ils sont parvenus à mobiliser 25 milliards. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque dans notre écosystème, c'est la capacité de mobiliser cet argent à des fins utiles et dans un cadre légalement accepté, quoi. Tu vois, donc le problème de l'épargne, etc., les gens évoquent souvent le manque d'argent. L'argent existe, oui. Il suffit tout simplement de le mobiliser à bon escient, de le mobiliser pour de bonnes causes et de le mobiliser proprement. Et c'est pourquoi j'adore le travail, le truc qu'on fait sur le capital market, c'est exactement ça. Donc les gens, ils ont l'argent, mais où est-ce qu'ils vont placer cet argent? Alors, il y en a qui vont acheter les bons du trésor, il y en a qui vont mettre dans des dépôts à terme, il y en a qui vont mettre ça dans des entreprises. Sur la capacité de mobilisation de l'argent vers les entreprises, c'est un secteur encore inexploré ici et dans beaucoup de pays en Afrique. Donc il y a une sorte de thésaurisation qui est là et il faut sortir cet argent. Alors il y a beaucoup de techniques aujourd'hui, il y a les appels de fonds publics, les crowdfunding, les trucs. C'est tous ces mécanismes qu'il faut explorer. Il y a toute cette notion de prêt participatif où les gens, ils ont une idée, mais ils n'ont pas l'argent. Alors, comment faire un pont entre ceux qui ont l'argent dans leur compte, des vieilles générations, des gens, même la terre, là, les gens qui possèdent les terres au Rwanda, là, oui. 90% des terres ils ne sont pas exploitées. Pourquoi? Parce que ils ont la terre, mais ils n'ont pas. Des fois, ils n'ont pas le temps, parce qu'ils sont occupés dans d'autres positions du gouvernement. Ou même quand ils vont à la retraite, ils n'ont pas le capital humain nécessaire pour mettre ça en place. Donc, c'est cette rencontre d'opportunités qu'il faut qu'on travaille en Afrique. Et la même question à vous, Madame Lydie. Vous qui êtes dans le domaine des finances, la collaboration avec les autres institutions dans la sous-région, ça vous paraît facile? Le terrain est vraiment favorable pour ce partenariat? Merci pour la question. Je pense que pour compléter ce que le professeur Égide était en train de mentionner, il y a certains paramètres ou certains défis qui sont encore un peu contraignants pour pouvoir créer une fondation stable. Au niveau des institutions publiques, on voit de plus en plus d'accords qui sont signés, mais souvent l'inconvénient, c'est comment arrive-t-on à passer du document signé à la mise en œuvre oui. de toutes ces décisions. Et c'est vrai qu'il y a un volet institutionnel très important. L'avantage, et on va peut-être prendre le cas du Rwanda dans la région, quand vous arrivez à créer un certain équilibre entre l'institutionnel et le privé, en oui. fait, vous préparez en fait l'avenir pour pouvoir avoir un équilibre au niveau non seulement de l'État, mais au niveau du secteur privé. Et les défis par rapport à la région, souvent les décisions sont prises au niveau politique, au niveau des institutions publiques, mais il est difficile de coordonner parce que la volonté n'est pas la même pour chacun des pays. Et en fait, souvent, on se rend compte aussi qu'il y a des défis propres à chacun des pays de la région. Vous avez des tensions géopolitiques qui viennent aussi entacher la mise en œuvre de ces décisions. Et par contre, le volet où les politiques avancent avec de grandes ambitions, c'est toujours positif, mais il faut arriver à le transférer à l'action, si on peut l'appeler de cette manière-là. Oui. Et c'est vrai que tant qu'un pays n'a pas réussi à répondre à ses priorités économiques, ses priorités sociales, il est difficile de faire passer les ambitions du pays à la communauté régionale. Ah oui, nous parlons donc de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Avant de continuer, je vais vous proposer un mini-documentaire sur l'historique
les ambitions, les objectifs de cette communauté. Nous allons revenir après. En Afrique de l'Est, 8 pays partagent une même ambition: bâtir un espace de paix, de prospérité et d'intégration. Cette ambition porte un nom: la Communauté des États d'Afrique de l'Est. L'histoire de cette organisation remonte en 1967, lorsque le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda créent une première communauté d'Afrique de l'Est afin de mutualiser leurs infrastructures, le transport et leurs services publics. À cette époque, la région disposait notamment d'une compagnie aérienne commune, East African Airways, d'un réseau ferroviaire commun et même d'une monnaie régionale, le East African Shilling. Mais 10 ans après, des divergences politiques et économiques entraînent la disparition de cette première expérience d'intégration. Après plus de 25 ans de coopération limitée, les dirigeants de la région décident de relancer le projet. Le 30 novembre 1999, un nouveau traité est signé à Arusha en Tanzanie avant d'entrer en vigueur le 7 juillet 2000, marquant officiellement la renaissance de la communauté d'Afrique de l'Est. Au fil des années, l'organisation s'élargit progressivement. Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, membres fondateurs en 2000, sont rejoints par le Rwanda et le Burundi en 2007, par le Soudan du Sud en 2016. La République démocratique du Congo rejoint la communauté en 2022, suivie de la Somalie une année après. Aujourd'hui, la communauté des États d'Afrique de l'Est constitue l'un des plus vastes espaces d'intégration du continent africain, regroupant plus de 300 millions d'habitants, un marché en pleine expansion. Les objectifs de la communauté sont ambitieux. L'organisation œuvre pour faciliter les échanges commerciaux entre les États membres grâce à une union douanière, instaurer un marché commun permettant la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services, mettre en place une union monétaire avec une monnaie unique régionale avant d'aboutir à une fédération politique des États d'Afrique de l'Est. Au-delà de l'économie, la communauté est-africaine encourage également la coopération dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de la santé, de l'éducation, de la sécurité et de la protection de l'environnement. Cependant, malgré ces avancées, plusieurs défis ralentissent le processus d'intégration. L'un des plus préoccupants reste le non-paiement ou le retard dans le paiement des contributions financières par certains États membres. Cette situation fragilise le fonctionnement des institutions communautaires et oblige l'organisation à dépendre fortement de ses partenaires internationaux. À titre d'exemple, pour le budget 2026-2027, près de 38% des ressources de la communauté proviendront des financements extérieurs. Les parlementaires de l'Assemblée de la communauté est-africaine estiment que cette situation doit changer. Problem number one, lack of remittances. Problem number two, lack of remittances. Le premier problème est le non-paiement des contributions. Le deuxième problème est également le non-paiement des contributions. Et le troisième problème, c'est encore le non-paiement des contributions. C'est pourquoi nous vous demandons de mettre à profit votre expérience diplomatique, ainsi que vos compétences et votre sagesse, afin de convaincre les États qui n'ont pas encore versé leurs contributions de le faire. Ce n'est qu'à cette condition que la communauté d'Afrique de l'Est pourra remplir efficacement sa mission. Perform our duties effectively. 2017, each partner state was contributing. En 2017, chaque État membre de la communauté versait une contribution de 8,3 millions de dollars américains. Aujourd'hui, cette contribution est tombée à 7 millions de dollars par État. Il faut noter que cette réduction intervient alors même que les missions et les activités de la communauté continuent de s'élargir. Nous avons déjà connu une communauté d'Afrique de l'Est qui a existé de 1967 à 1977 avant de disparaître. À cette époque, les fonctionnaires travaillaient pour l'ensemble de la région plutôt que pour leur seul pays. Il existait des services communs
tels qu'East African Airways, et plusieurs autres institutions régionales. Nous avions même une monnaie commune appelée East African Shilling. C'est ce niveau d'intégration que nous souhaitons retrouver aujourd'hui. Nous voulons renforcer l'union douanière afin de faciliter le commerce entre les États membres, mettre pleinement en œuvre le protocole sur le marché commun pour permettre aux citoyens de circuler, de travailler et d'investir librement dans toutes les régions, instaurer une monnaie unique pour aboutir à terme à une fédération politique des États de la communauté d'Afrique de l'Est. À ces défis économiques s'ajoutent d'autres difficultés, les tensions politiques et sécuritaires dans certaines régions, les barrières non tarifaires qui freinent le commerce, les disparités économiques entre les États membres, ainsi que la lenteur dans l'application des décisions communautaires. Voilà, la communauté des États d'Afrique de l'Est, une organisation qui a une longue histoire, qui a des opportunités, mais qui est confrontée aussi à de nombreux défis. Madame Lydie, dans ce documentaire que nous venons de suivre, les parlementaires de la communauté est-africaine ont mis l'accent sur un problème du non-paiement des cotisations par certains États membres. Vous qui êtes dans le domaine des finances, est-ce qu'un tel problème, lorsque dans une organisation, les États membres, qui sont les principaux actionnaires, ne respectent pas leurs engagements financiers, et ça a un impact sur le fonctionnement, sur le développement de la communauté? Merci. Je pense que ça ralentit la mise en œuvre des activités qui doivent être implémentées. Notamment, il va y avoir une fragilité parce que quand on n'a pas reçu la contribution qu'on devait avoir, les agents qui sont en charge de cette mise en œuvre vont plutôt se concentrer sur la manière de comment avoir l'argent en plus et plutôt que de voir ce qu'il faut faire avec ce qu'on a reçu. Donc, par rapport au pays, comme vous l'avez montré dans le reportage, on se rend compte que plus de la majorité des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est traversent des conflits réguliers, des tensions géopolitiques. Et c'est vrai que dans des conditions pareilles, il est très difficile de faire du recouvrement. Parce que le pays en question est plutôt concentré sur ce qu'il va appeler priorité nationale et continue à contribuer au niveau de la région devient difficile. Par contre, il faudrait aussi se demander, avec le peu qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce que ça sert quand même d'une certaine manière à ceux qui ont contribué, qui ont mis les fonds? Est-ce qu'il y a moyen de se concentrer et de développer le peu qu'on a? Parce que quelque chose que le professeur Régide a mentionné en termes du capital humain, on se rend compte que la libre circulation des personnes, la libre circulation des flux de capitaux reste aussi un frein. Il y a des infrastructures qui doivent être mises en place. Et quand on parle d'infrastructures, il n'y a pas que les routes, il y a aussi la libre circulation des individus et des services. Si je dois aller travailler au Kenya, en Ouganda et ailleurs, qu'est-ce qu'on me demande? Est-ce qu'il y a une réciprocité au niveau de ces pays? Parce que ça aussi, ça représente un frein. C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux aller à Nairobi, à Kampala, à Arusha facilement, mais si je dois décider d'y créer une entité, de travailler pour un moment d'une certaine manière, même si nous avons le marché commun, il y a aussi beaucoup de tracasseries qui sont à ce jour. Je pense que c'est vrai que le fait de ne pas recevoir l'argent ou les contributions des pays est un défi majeur, mais il faut aussi aller au-delà et essayer de coordonner entre les pays qui contribuent et qui poussent pour l'agenda, d'orienter vers les priorités, ne pas se concentrer seulement sur ce qui n'est pas rentré.
Oui, professeur Karuranga, ce problème qui est soulevé par les parlementaires de certains pays qui n'honorent pas leurs engagements en termes financiers, en versant quotidiennement leurs cotisations, est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle situation puisse plonger plutôt la communauté dans une perpétuelle dépendance envers les étrangers? Moi, je pense qu'on a commis une erreur à la base, c'est de recruter tout ce monde-là. Parce que la plupart des pays qui sont en défaut de paiement, c'est des pays qui sont, excusez-moi le terme, mal gouvernés, quoi. Oui. Les noms sont connus. Il y a pas, si le Burundi a des arriérés, ce n'est pas un signe de bonne santé au niveau de la gouvernance. Si le Congo a des arriérés, pour moi, c'est un indicateur de ce qu'on connaît déjà. Si la Somalie a des arriérés, qu'est-ce que vous voulez chercher en Somalie? Alors, si le Soudan du Sud, ce sont les 4 pays qu'il ne faut pas se les cacher qui nous causent des problèmes aujourd'hui. Oui. Alors, il y a 2 choses. Comment on ne peut plus les expulser? Maintenant, il faut savoir vivre avec eux. Moi, je pense que au niveau de la gestion, il faut utiliser le système du bâton et de la carotte, là. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je suis parlementaire de ces pays-là qui ne contribuent pas, pourquoi est-ce que j'irai chercher mon chèque de paye, là? Ça, donc, on est déjà au niveau du bâton. Si moi, je gère cette organisation et que ton pays n'a pas contribué, est-ce que tu n'as pas honte de venir chercher ton chèque de paye? Et Dieu sait combien il gagne, parce que j'ai vu les budgets, là. Le secrétariat occupe 59%. Si tu ajoutes les parlementaires, on est à 80 millions de 110 millions. Donc, 90%, c'est déjà un problème que 80% du budget soit un budget de fonctionnement du secrétariat et du Parlement. Si tu prends les mêmes chiffres pour l'Union européenne, c'est 60% qui vont dans les projets communautaires. Et ça, c'est le deuxième niveau du problème. Oui. Donc, le premier niveau du problème, c'est que les indisciplinés viennent chercher le chèque. Pourquoi est-ce que tu viens chercher ton chèque de paye là, alors que ton gouvernement n'a pas payé? Alors, moi, je mettrais fin à ton mandat jusqu'à ce que ton pays paye, quoi. Ou tu viens, tu sièges et tu n'as pas droit de vote. Tu es un observateur, mais qui n'est pas payé. Tant pis, si, c'est drastique, hein, donc je suis très sévère. Deuxième niveau, c'est que tu n'as pas le droit de vote. Troisième niveau, c'est que au niveau de la sélection des projets, et c'est là que je touche les ratios de budget, là. Moi, je ne peux pas m'imaginer une structure où 80% est consommé par le secrétariat et le Parlement. Parce que c'est les chiffres qui nous ont sortis là. C'est 59 millions pour le secrétariat et à peu près une vingtaine de millions pour le Parlement. Donc, si tu additionnes les deux, on est à 80 millions. Le Parlement et le secrétariat... Pour moi, le Parlement et le secrétariat, c'est la même histoire. Oui. Bon, si tu les mélanges, tu arrives à 80 millions de 110 millions. On est bon, on se suit. Donc, ça fait 70% des ressources qui sont partagées entre les gens qui siègent à Arusha. Alors, de 2 choses l'une, ou les mauvais payeurs ne sont pas payés au niveau du Parlement, ou il faut réduire la taille du Parlement si tu ne sais pas le financer. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir 80 parlementaires au centre parlementaire? Pourquoi est-ce qu'il faut avoir une dizaine par pays là? Pourquoi ne pas envoyer 2 là qui siègent, ça fait 16 là? Il y a 16 têtes de pipe qui vont décider pour nous, mais qui sont payées et qui peuvent nous donner des politiques. Ça, c'est le premier niveau où là, les Africains doivent se regarder dans le miroir et dire on n'est pas sérieux, quoi. Le deuxième niveau du problème, si tu compares les autres, les GCC du Gulf Cooperation Council, si tu prends l'Union européenne, si tu prends le Mercosur, etc. Au niveau de l'Union européenne, par exemple, le budget, là, 65% du budget est alloué à des projets communautaires. Ce sont les projets sur l'agriculture, les projets sur les infrastructures. Ce que notre collègue disait là, c'est des projets qui sont utiles aux populations, au Parlement, de façon à ce que nous on se sente. Moi, là, si tu m'appelles dans la rue, tu me poses la question, est-ce que tu connais l'East Africa? Il n'y a pas d'impact chez moi, dans mon business, dans mon truc. Et il y a encore moins dans les gens de mon village, là. Est-ce qu'ils connaissent cette communauté? Rien. Parce qu'on n'a pas de projet agricole, on n'a pas de projet industriel. Donc, l'East African Secretariat devrait piloter, devrait servir là où on a commencé, de catalyseur, de mobilisateur de fonds pour des projets communautaires. Là, il va avoir un intérêt. Là, les peuples vont s'y retrouver. Aujourd'hui, ni les peuples, ni les gouvernements ne s'y retrouvent. Au début, quand ils avaient un problème de cotisation, les gens ont longtemps cru que c'était parce qu'on imposait le même quota de budget à chaque pays. Alors, ils ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on paierait qu'on n'a pas les mêmes bénéfices? Aujourd'hui, la formule a changé et les cotisations sont indexées au GDP. Et ensuite, aux bénéfices que le pays retire de l'autre. Même à ça, on n'arrive pas. Donc, il y a encore quelque chose qu'il faut faire. Cette organisation doit être restructurée,
revoir les budgets et éviter que l'argent n'aille qu'aux poches des fonctionnaires qui, en fait, en plus, sont des mauvais payeurs. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se dire. On ne peut pas continuer comme ça, sinon ça va foirer comme l'ancienne East African Community. Là. Et justement, c'est ce que j'allais vous demander. Dans une entreprise, quelles sont les conséquences d'un tel fonctionnement? Les conséquences, si vous êtes une entreprise, c'est que vous avez des actionnaires qui n'ont pas... D'abord, au niveau du droit coopératif, nous, en entreprise, c'est facile. Oui. Parce que tu n'as pas de droit de vote, là. Sauf que, bon, ici, il y a quelques failles dans la législation parce que, au niveau de RDB, si nous, toi et moi et madame, allons enregistrer une entreprise demain à RDB, ils ne vont pas nous demander les preuves de paiement des actions. Ça, c'est déjà un gap que nous avons dans le droit corporatif ici. Mais au niveau des dispositions internes, nous pouvons décider que celui qui n'a pas payé sa contribution n'a pas de droit de vote. Là. Oui. Normalement, on distingue 3 étapes dans la formation d'une entreprise. Là. Il y a la souscription à l'idée, il y a l'appel, donc on te rappelle que tu dois payer, et puis il y a le paiement effectif, la libération des apports. Alors, tant que tu n'as pas libéré les apports, tu n'as pas le droit de vote à l'Assemblée générale. Oui. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas nommer les administrateurs, tu ne peux rien faire là. Donc le droit corporatif, si on applique aux États, il pourrait nous servir aussi de discipline. Bon, ici, quand tu enregistres à RDB, on ne te demande pas si tout le monde est actionnaire à RDB. Là, les tribunaux sont pleins de litiges de ce genre j'étais sur le certificat ou je gêne les décisions parce qu'on n'a pas fait la distinction que nous faisons en comptabilité de la souscription et la libération des impôts. Là, on n'a pas fait ces distinction. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à l'interne, les entreprises peuvent faire leur statut en disant tu n'as pas payé, tu ne votes pas. Quoi. Oui. Deuxième élément, c'est qu'il faut que le secrétariat, quand il mobilise les fonds extérieurs, et là je tiens la BAD aussi et les autres institutions qui les aident pour responsables. Hein. Moi, si je suis à la Banque africaine de développement, je ne peux pas donner de l'argent à l'East African Community si je sais qu'il va finir dans la poche des fonctionnaires, qui ne finit pas dans les projets communautaires. Alors, comme la BAD, d'un côté, finance d'autres infrastructures, il faudrait qu'ils partent en voiture commune en disant, écoute, on va aider la communauté à financer les routes, par exemple, ou les chemins de fer intracommunautaires. Et ça, on a un financement de la BAD et un financement de l'EAC, de façon à ce que les opérateurs économiques et la population trouvent un intérêt dans ce concept de East African Community. Aujourd'hui, si tu promènes ton micro à Nyabugogo dans la rue, demande qu'est-ce qu'ils nous disent de l'EAC, ils ne savent rien. Pourtant, il y a tellement de bonnes choses. Donc l'impact n'est pas palpable. Nous, quand on est proche de ces milieux éduqués, on sait qu'on a on a quand même, je ne suis pas trop sévère, on a une union douanière dont la douane fonctionne parce qu'on a un tarif commun. Oui. On le respecte. Mais le problème du tarif commun qu'on respecte, va voir les postes frontières, comment ils sont gérés. Nous avons encore, dans certains postes frontières, des attentes qui vont faire 3-4 semaines de camions qui ne peuvent pas passer malgré cette union douanière. Ça, ce sont les barrières que nous mettons nous-mêmes dans nos roues, là. On met des choses qui sont inimaginables. Oui. Et puis tu as des gens du Burundi là, qui ferment les frontières. Tu as signé une union douanière, les marchandises circulent librement, les pays peuples circulent librement, mais tu trouves des raisons de te réveiller parce que, caprice de leadership, je ferme. Pourquoi tu fermes? Alors, si la communauté était déjà implantée dans la tête des gens, ce sont ces mêmes gens qui allaient réouvrir ces frontières. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, il faut faire un lien entre ce que la communauté peut apporter aux gens. Aujourd'hui, en Europe, là, quand tu tripotes sur une politique communautaire, tu as tous les agriculteurs français qui montent à la rue pour dire qu'ils bloquent les routes parce que la disposition communautaire n'est pas faite là. Si tu as les Espagnols qui se sentent menacés par les fruits qui viennent d'Amérique du Sud, tout le monde descend là. Je ne veux pas qu'on descende dans la rue, mais je veux qu'on comprenne que la communauté nous est utile et qu'on force nos politiques à ne pas prendre des décisions qui sont, j'allais utiliser un mauvais qualificatif, qui sont contre nature, quoi. C'est ça, donc il y a 2 niveaux il faut qu'on se regarde, qu'on fasse un secrétariat à la hauteur de nos moyens. Il faut qu'on mette de la discipline, que les mauvais payeurs subissent, sont des mauvais payeurs. Ensuite, que les projets soient communautaires, de façon à ce qu'on se plante dans la tête des gens, qui vont nous aider, parce qu'après, ça ne sert à rien, quoi. Et alors, avec ces défis que vous venez de mentionner, malgré tout, l'organisation a des objectifs. Madame l'a dit, entre autres objectifs, il y a la monnaie unique, avec une étape ultime de la fédération politique,
Et il y a le marché en commun. Et est-ce que finalement, avec ces défis que nous sommes en train de montrer, que même les parlementaires ont soulevés, est-ce que de tels objectifs ont vraiment des chances d'aboutir dans un tel climat de fonctionnement? Elles doivent aboutir parce qu'on doit pouvoir justifier de la raison de la signature de ces traités et comme professeur Régis le soulignait, ça part d'une bonne gouvernance. Sans bonne gouvernance, il sera très difficile d'y arriver. Il a donné l'exemple de l'Union européenne. Quand on dit tarif douanier, c'est-à-dire que ça doit être perçu par chacun qui va traverser la frontière de chaque pays. Et même ces frontières, en fait, on ne doit pas avoir l'impression qu'elles existent. On ne doit pas pouvoir être toujours stressé ou se demander comment ça va se passer la prochaine fois que je dois traverser la frontière avec le Kenya ou la Tanzanie. Donc je pense que la bonne gouvernance est très importante. Et il faut arriver aussi à avoir cette cohésion au niveau des États, au niveau des politiques. Mais souvent, au niveau des politiques, ça peut fonctionner. Mais comme il le disait, au niveau du secrétariat, au niveau des députés, qui c'est qui est responsable pour que ce soit vraiment et réellement effectif? C'est vrai que quand on a une population qui est au courant, qui est instruite et qui a une certaine expérience, ils vont être en fait les baromètres de cette législation qui a été mise en place, si elle est respectée ou si elle n'est pas respectée. Ça c'est un point. Et tant qu'on a une fragilité au niveau de certaines politiques, il sera très difficile de pouvoir avoir une certaine continuité. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les lois écrites, d'avoir les accords signés, mais comment est-ce qu'on va au-delà de ces accords? Qui c'est qui est responsable? Et je pense qu'aujourd'hui, on a des exemples où l'on voit le dynamisme du secteur privé qui arrive à pousser pour que certaines de ces législations, de ces traités soient réellement effectifs. Et ne pas forcément se concentrer sur ce que le politique n'a pas fait, parce qu'on aura toujours des réclamations, mais nous, en tant qu'individus, parce que si je ne mets pas une certaine volonté à aller voir ou à traverser la frontière, je ne saurais pas réellement ce qui se passe. Et aujourd'hui, et je pense qu'on en parlait la dernière fois avec la ZLECAf, si je peux facilement aller, si bien sûr on n'a pas fermé la frontière, vendre mes tomates, acheter du pétrole chez mon voisin parce que je peux circuler librement, ça va aussi changer beaucoup de choses. Nous avons les institutions financières également. Comment est-ce que je fais mon transfert pour envoyer à mon fournisseur à Nairobi, parce qu'on a encore beaucoup d'importations. Si les banques centrales sont là pour freiner l'expansion des services financiers, la zone monétaire ne va pas fonctionner avant les 5 ou les 10 prochaines années. Si nous avons dit que les gens peuvent circuler librement, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'avoir de visa pour aller travailler dans le pays suivant. Donc je pense qu'à partir du moment où il y a une gouvernance, qu'il y a une bonne activité entre les institutions et le secteur privé, ça pourra peut-être ouvrir d'autres dynamismes et pouvoir comprendre que les problèmes ne seront pas résolus par forcément les experts internationaux, etc. Nous devons bâtir ces infrastructures, nous avons les marchés de capitaux, etc. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette monnaie unique? Je pense que dans le reportage, il en parlait, qu'au départ, les 3 pays, quand ils ont commencé, ils pouvaient faire les transactions en shilling, mais aujourd'hui, quand les banques centrales doivent travailler ensemble, il y a encore ces soucis parce que chacun veut que son pays... En fait, on ne sort pas de notre volonté propre pour réfléchir comme une communauté ou une intégration régionale.
Et professeur Karuranga, avec ces défis que nous sommes en train d'évoquer, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être parler de fédération politique, de monnaie unique, peut-être n'est-il pas prématuré d'en parler avec ces défis Je ne sais pas, c'est un processus quasi biologique. Là. C'est comme un enfant né, commence à marcher à quatre pattes, après il se lève, après il fait. Alors si tu me poses la question, je risque de répondre par... En sciences sociales, on appelle ça des désirabilités sociales. Nous la voulons tellement, cette communauté, que je risque d'avoir un billet de... Et c'est pourquoi je suis trop sévère là. Les mauvais élèves, pour moi, il faut les punir. On n'a pas beaucoup de mécanismes pour punir les mauvais élèves. Et tu ne peux pas élever une communauté comme ça sans dire, écoute, vous avez fermé une frontière de façon illégale, c'est contre les principes de la communauté, donc on vous sanctionne. Ou on vous exclut, ou on vous met sur le banc de... Donc il faut qu'il y ait des mesures contraignantes. Il faut qu'il y ait des mesures contraignantes. Il faut surtout qu'on s'occupe des mauvais élèves. Je serais trop sévère en disant qu'il faut les punir, mais il faut trouver une façon de leur dire que ce n'est pas bon. Ensuite, la prochaine étape, il y a 3 étapes à peu près. Oui. Les 2 dont on parle le plus souvent, c'est l'étape monétaire, l'union monétaire et l'union politique. Mais on oublie aussi la sécurité. Là. Oui. La sécurité, la défense commune, etc. Bon, ça, c'est peut-être que les gens attachent ça à l'union politique, mais il y a des étapes. Là, on a fait des petits pas. On a déjà l'East African Stand-by Force, qui n'est jamais intervenu parce que le Congo a rendu son opérationnalisation quasi impossible. Ça, c'était vraiment ridicule, quoi. Vous avez signé ça au niveau de la communauté met à disposition des forces, où ils ont séparé les belligérants, on a eu la paix relative. Après, je ne sais pas quelle mouche les a piqués, ils ont tout détruit. Alors, là encore, on a failli à notre devoir de communauté de leur dire que ce n'était pas bon. On a failli à notre devoir de communauté pour dire au Burundi que fermer les frontières, c'est contre l'esprit et la lettre de la communauté. On a failli à notre devoir pour dire au Congo, en tout cas, nous, on avait déployé les forces en tant qu'East Africa. Le reste, vous devez obéir et suivre les traités. Donc, il y a 3 étapes qui restent. Il y a l'armée, tu as compris que c'est encore un peu sulfuré, compliqué, comme pour les frontières. Alors maintenant, si on parle de l'union monétaire, ça prend quand même une discipline qui est supérieure à ce que nous savons aujourd'hui. Oui. Il y a 3 principaux piliers d'une union monétaire. Il y a d'abord l'harmonisation des politiques de banque nationale des taux d'intérêt. Et il y a l'harmonisation des trucs, des impôts, les harmonisations fiscales. On a harmonisé les douanes, mais on n'a pas encore harmonisé la fiscalité. Là. Donc les mêmes taux d'imposition, les mêmes entreprises. Travaille toujours à part. Chaque pays travaille dans ces trucs. Chaque pays au niveau des politiques de taux d'intérêt navigue seul. Et les soutiens monétaires entre les États. On a parlé de... Bon, j'aime autant revenir à l'Union européenne parce que c'est l'exemple le plus intéressant aujourd'hui, le plus réussi. Ben, bon, ils ont commencé en 1957, mais ce n'est pas une excuse de commencer comme ils avaient commencé en 1957. Aujourd'hui, tu peux commencer en 2000, tu arrives. La communauté est-africaine avait tenté à... 10 ans après. Alors là, pas très loin. Si tu regardes le pipeline dans lequel l'Union européenne est passée, là, je ne sais pas quel âge tu vois, là, je me permets de te tutoyer, on s'est déjà vu plus de 5 fois. Mais dans les années 70, nous parlions déjà à l'époque, parce que moi j'étais vivant, on parlait du serpent monétaire européen. Le serpent monétaire européen, c'était un accord entre les monnaies des différents pays, les 7 ou 8 premiers pays de l'Union européenne. C'est les banques centrales qui se soutenaient. À l'époque, chaque pays avait sa banque centrale. Alors, le mécanisme, pourquoi est-ce qu'on appelait ça le serpent? C'est parce que le serpent, on l'enferme dans un tunnel et il continue des ondulations. Donc, quand le franc français montait ou chutait, la Deutsche Bank venait au secours de la Banque de France. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ce mécanisme de solidarité financière, aujourd'hui, n'existe pas. On ne peut pas demander à la Banque centrale du Kenya de soutenir la Banque nationale du Rwanda. Si on a un problème de devise ou de taux d'intérêt qui change, il faudrait qu'on adopte ce cheminement. Le deuxième volet, donc ça c'est au niveau des monnaies, des coûts d'échange, des fluctuations. Le deuxième, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt vont dicter les niveaux d'inflation dans une économie donnée. Alors, les Ougandais, ils manipulent le shilling ougandais comme ils veulent. Les Kenyans, ils utilisent les politiques monétaires. Nous avons nos politiques monétaires. Il faudrait arriver à un moment où on harmonise ça. On harmonise non seulement les taux d'intérêt, non seulement les taux d'imposition pour les entreprises, mais aussi les déficits budgétaires. Parce que les lois budgétaires des différents pays ne sont pas harmonisées. Tant qu'ils ne sont pas harmonisés, nous pouvons avoir une politique expansionniste de dépenses ou d'endettement qui va avoir des effets d'entraînement sur toute la région.
Parce que ce que tu le veuilles ou non, une politique budgétaire qu'on adopte au Kenya, qui va avoir des implications sur l'appareil de production du Kenya, va avoir des conséquences sur les prix, lesquels prix des marchandises vont entrer chez nous en mode hors taxe parce qu'on a déjà signé l'union douanière. Oui. Donc ça ne sert à rien de signer l'union douanière et de ne pas faire l'union monétaire parce qu'il y a tellement de volets de la politique monétaire qui vont concerner des questions d'inflation, de prix de revient, etc. et qui vont se transférer dans toute la région. Donc nous y sommes. Autant continuer. Oui. Autant continuer sur ces 3 paliers, le fisc, la politique fiscale, la politique de taux d'intérêt et, plus important que tout ça, la solidarité monétaire. Qu'est-ce que j'entends par la solidarité monétaire et fiscale? C'est que dans certaines fédérations, par exemple, je crois qu'en France, on utilise les systèmes de péréquation. C'est-à-dire que quand la Grèce a toussé récemment, quand le Portugal avait des problèmes, l'Union européenne a trouvé des mécanismes de sauvetage de ces économies-là. Ça, c'est au niveau de l'Union européenne. Au niveau des fédérations comme la Suisse ou le Canada, on parle de système de péréquation. Quand une province du Canada tousse ou n'a pas assez de recettes ou d'entrées fiscales pour une raison donnée, les autres provinces volent au secours. Donc, il faudrait qu'on arrive à implanter un système de péréquation au niveau des économies est-africaines. Donc, qui se soudent, qui se solidarisent. Mais, case départ, si on n'a pas de discipline, comme on l'a dit au début, même ces mécanismes ne vont pas marcher. Après, on parlera d'union politique. Ça, c'est encore une autre paire de marches. La dernière étape. Oui. Avant de terminer, Madame Lydie, il y a un autre point qui ressort du budget qui a été présenté au Parlement est-africain. C'est que près de 38% du budget proviennent des partenaires internationaux. Alors, cette dépendance aux financements extérieurs ne risque-t-il pas d'avoir des conséquences aussi sur le fonctionnement, sur l'efficacité de l'organisation régionale? Bien sûr, d'une certaine manière, parce que, comme il a mentionné un petit peu avant, quand vous avez un actionnaire dans une entreprise, il a le droit aussi de donner ou de dicter les orientations de la manière dont l'intégration régionale va fonctionner. Et c'est ce qui a toujours été le cas jusqu'à présent, où les internationaux continuent d'intervenir et où, justement, parce que nous n'avons pas forcément une cohésion politique à tous les niveaux, vous avez des déséquilibres où l'un des actionnaires va donner ces conditions, et parce que vous n'êtes pas harmonisé entre les différents pays d'Afrique, vous allez créer aussi des fictions. Et je pense aussi qu'à l'avenir, on devrait pouvoir arriver à une certaine coordination, parce qu'on a tendance à se voir souvent entre pays africains comme compétiteurs. L'une des forces des autres intégrations économiques comme l'Union européenne, si on garde ce cas-là, c'est que chaque pays a su se différencier d'une certaine manière dans une activité bien propre. Vous avez des pays qui se sont développés en termes d'industrialisation, d'autres ça a été au niveau des services financiers, etc. Et donc c'était beaucoup plus sur la complémentarité entre les différents pays, et ça permettait aussi de lever, de créer un certain équilibre. Quand on en revient à l'Afrique de l'Est, c'est vrai qu'il y a des pays qui ont beaucoup avancé en ce qui concerne les nouvelles technologies, en termes de nouvelles infrastructures ou de développement industriel, mais il y a toujours ce déséquilibre parce qu'il n'y a pas de stabilité. Dès qu'il y a un incident politique ou une tension entre 2 ou 3 pays, on repart indéfiniment à zéro. Donc il serait important aussi de voir comment sortir de ce cycle, on va dire, récurrent, où on n'essaye pas de se voir comme un bloc régional, mais plutôt des pays à résoudre. Et je pense que si pour arriver à la finalité d'avoir un idéal politique au niveau des États, il doit pouvoir y avoir on va dire un consensus ou un moyen de piloter et de pouvoir dire vous êtes mal comporté, comme il a souligné,
et intervenir. Aujourd'hui, quand il y a un problème, les gens interviennent en fonction de leurs avantages ou de leurs propres intérêts qui malheureusement surpassent l'intérêt de la population ou des priorités économiques ou sociales. Et rendre compte en fait. Et je pense que l'importance d'avoir des experts ou des professionnels dans chacun des pays, c'est pouvoir alerter les institutionnels. Parce que souvent le problème qu'on a au niveau institutionnel, ils n'ont pas forcément une compréhension, on va dire à 360 degrés, où ils savent réellement comment l'entrepreneur, l'investisseur, l'agriculteur fonctionne. Donc on reste sur des théories, mais la pratique n'est pas là. Et donc quand on n'arrive pas à allier les deux, il est très difficile de pouvoir créer cette cohésion monétaire. Surtout que la plupart de nos monnaies est toujours indexée par rapport à l'euro, par rapport au dollar américain. Et même si on prend le bloc ouest-africain, le franc CFA, etc., ils ont mis une banque centrale commune, etc. Mais quand je dois transférer de Lomé à Dakar, par exemple, les tracasseries restent alors qu'ils ont une seule monnaie, etc. Pourquoi ? Parce que chaque pays a la possibilité de se lever le matin et de dire non, non, je n'ai pas l'intention de faire passer par la banque centrale UEMOA, débrouillez-vous. Un mot pour terminer, professeur Jude Karuranga, quelles sont d'après vous les réformes les plus urgentes à opérer au sein de la communauté pour que justement l'East African Community puisse avancer au lieu d'avancer en reculant, comme le disait Madame Lydie? Première réforme, il faut mettre des sanctions pour les indisciplinés. Les gens qui vont prendre des dispositions contre l'esprit et la lettre de la Convention, il faut trouver des mécanismes de les sanctionner. Deuxième stratégie, je pense qu'il faut toute organisation qui est budgétivore, là, il faut faire du ménage, secrétariat, député, tout ça, là, c'est anormal qui consomme 80% du budget. Troisième élément, sur lequel on n'a pas insisté, il faudrait qu'on puisse avoir des initiatives au niveau de chaque secteur qui sont structurantes, qui vont amener la communauté au niveau des utilisateurs. Je donne un exemple très concret. J'ai travaillé dans l'histoire de l'University Council, je siégeais là-bas en représentant une des universités ici. Le problème, nous avons essayé de mettre en place les sociétés savantes, scientific societies. Les sociétés savantes, c'est genre dire, tous les profs de pharmacie dans l'East Africa, on les organise dans une conférence. Les professeurs de physique sont organisés dans une conférence. Les professeurs de médecine dans leur conférence, là. La société médicale est-africaine, par exemple. Après, on a présenté le projet par un ou deux ministres, je ne sais pas, là, du pays que je ne veux pas citer, là, ils ont tout foutu à moule. Moi, je dis, mais écoute, si on doit former nos étudiants pour la communauté, c'est eux qui vont être au pilotage, là. Il faut que nos professeurs se connaissent, il faut qu'on fasse des échanges. L'Europe s'est construite grâce au programme Erasmus. L'Europe s'est construite par ces échanges universitaires. Ici, on a un gros budget, 9 millions de dollars pour l'IUAC. Je ne sais pas ce qu'ils font. Les médecins ne se connaissent pas, les pharmaciens ne se connaissent pas, les agronomes ne se parlent pas, et bingo, bye bye. Ça, il faut mettre fin à cette affaire-là. Il faut dire, il faut des projets structurants, il faut des initiatives qui sont citoyennes et qui traversent tous ces pays-là. Et là, la communauté va nous parler, nous allons parler à la communauté, et les gens qui vont foutre du désordre, on va vite les voir là. Mon projet je l'appelle mon projet parce que j'ai participé avec une équipe à mettre en place ces sociétés savantes. Là, j'ai une dent contre ce ministre qui a refusé ça. Je ne veux pas vous dire de quel pays. À Kinyarwanda, on dit que peut-être que je vais lui demander un truc là. Mais les gens qui nous écoutent, qui étaient avec nous, c'était un projet super adorable. Où toutes les facultés du Kenya à la Somalie se rencontraient chaque année pour échanger des expériences, les recherches, etc. et faire de la recherche utile pour nos populations. Ils ont tout fait. Alors, ces initiatives citoyennes, ces initiatives sectorielles qui structurent, qui amènent la communauté au niveau des utilisateurs. Tant qu'elles n'existent pas, la communauté va patiner. Oui. Voilà, c'est par là que nous allons clore notre émission, tout en espérant que les réformes, les mécanismes nécessaires seront adoptés au sein de la communauté pour que
ensemble, toute la communauté puisse avancer, accélérer son développement et surtout, comme nos invités l'ont mentionné, que la communauté puisse profiter à la population, aux populations des 8 pays respectifs qui forment actuellement la communauté des États d'Afrique de l'Est. Merci à nos 2 invités, au professeur J.D. Kalolanga, analyste en stratégie d'entreprise. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de l'émission. C'est un plaisir. Merci également à vous, Madame Elidi Mlorongwere, CEO de la fiduciaire ML Corporate Services. Merci pour votre contribution dans cette émission. Merci à vous. Merci à vous également, mesdames et messieurs, qui avez suivi cette émission. Jean Damascène et Manichimé, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour un autre numéro de notre émission majuscule Propos. La télévision rwandaise reste à votre compagnie.